Aujourd'hui, j'aimerais parler de la puissance des chiffres. J'aimerais présenter ce thème avec les mots d'un des meilleurs sociologues du monde, Dilbert, qui dit je n'avais pas de chiffres exacts, donc j'ai inventé celui-là. La recherche montre que les chiffres exacts ne sont pas plus utiles que les chiffres inventés. Une question du public et combien d'études ont montré ça 87. C'est une citation très intéressante parce que cela montre l'obsession des chiffres dans notre société et comment les chiffres servent à clôturer les conversations plutôt que de les ouvrir. Donc aujourd'hui, j'aimerais montrer l'utilité des chiffres pour ouvrir des conversations plutôt que de les fermer. Cela contraste avec la plupart des politiques actuelles, la plupart des règlements comptables, parce qu'on se focalise sur la mesure, la transparence, l'objectivité, et cela se voit surtout dans la sphère anglo-américaine et l'attitude envers la comptabilité. Moi-même, je suis italien. Bon, je vous donne un exemple. Je faisais mes études de comptabilité à l'université. Je me rendais à l'oral et si j'avais dit à mon professeur que la comptabilité sert à produire des chiffres exacts, le professeur m'aurait pris par l'oreille et m'aurait fait sortir de la salle. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si on va à une orale et si on dit que la comptabilité est incapable de produire de vrais chiffres, bon, on est invité à sortir. Donc, au cours de quelques petites décennies, l'attitude anglo-américaine, on est venu à dominer l'environnement réglementaire. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que au moment où nous comprenons que la comptabilité doit prendre en charge aussi des problématiques sociétales et environnementales, comme les Global Reporting Initiatives, la RSE, la comptabilité s'étend de l'économique aux autres sphères. Donc, la comptabilité s'étend sans forcément évoluer. L'on voit cela de manière constante. Je fais partie du conseil de surveillance du Financial Advisory Institute. Et je dois dire à mes confrères que les chiffres ne génèrent pas la vérité. Il y a quelques semaines, le World Economic Forum a publié un document sur les métriques. Et les métriques qui doivent s'ériger en règle pour assurer l'éco-compatibilité des entreprises. Et cela me rappelle l'idée de responsabilité, de comptabilité. Quand j'étais à Oxford, il y avait des différences entre deux fractions, dont Michael Pitt, qui est le P dans KPMG. Le message était, si on veut parler
de problématiques environnementales, ça devient difficile de réduire l'environnement à des chiffres. C'est-à-dire que les chiffres doivent endosser un rôle différent. Mais voilà, il s'agirait de créer des métriques que les entreprises pourraient simplement cocher pour démontrer leur éco-compatibilité. Donc, c'est une longue tradition de réduire en chiffres des problématiques très complexes. Donc, j'aimerais ici chercher des alternatives pour atteindre la transparence, ou même laisser de côté la transparence et privilégier ce que j'appelle un négativisme. Et ce terme deviendra plus clair à mesure qu'on continuera. Comme disait Marilyn Stratem, l'attitude centrée sur la transparence présuppose ce qu'il faut rendre transparent. Donc, si je veux compter des bouteilles, je vais compter les bontés. Je vais me focaliser sur les bouteilles. Généralement, avec mes étudiants, je prends une bouteille d'eau et je leur demande ce que c'est. La réponse c'est une bouteille. Et puis, je fais semblant de les battre sur la tête avec la bouteille. Et du coup, la bouteille n'est plus une bouteille, mais une arme. Anthony Hopwood once said. Yeah, no problem. Yeah, okay. So, just to start to make links between. Pour commencer à relier mes propos avec les propos de Sylvain, ce qui m'intéresse depuis quelques années est la relation entre la comptabilité et le mystère. Et plus récemment, je m'intéresse à la relation entre la comptabilité et la magie. En même temps, je suis accro à Netflix. Si vous avez Netflix, peut-être que vous avez regardé The Crown. Il y a une scène très très belle avec la cérémonie d'intronisation de la reine Elisabeth. La reine est cachée par un voile pour rendre invisible ce moment. C'est la première cérémonie d'intronisation à être diffusée en direct. Le prince Edward a regardé cela à la télé et a fait la remarque suivante en disant pourquoi on lui a demandé pourquoi ce voile alors qu'il y a aujourd'hui la télévision, tout doit être transparent, et il a répondu pourquoi privilégier la transparence quand on peut avoir la magie. J'aimerais donc retourner un peu dans l'histoire pour voir quelques alternatives et pour voir que cette attitude centrée sur la transparence est plutôt récente. La comptabilité ne servait pas par le passé à créer des visions exactes. Il s'agissait plutôt d'évaluer la moralité. Donc les chiffres ont une histoire, les mots aussi ont une histoire qu'on a tendance à oublier. Je vous donne quelques exemples de l'histoire des mots et comment cette histoire pourrait ouvrir des nouvelles visions de la comptabilité. Est-ce que vous savez ici pourquoi on utilise le mot audit? D'où vient ce mot? En italien, l'audit se dit revisione, donc de voir de nouveau, mais en anglais, ça vient du mot audire.
Si on regarde des treatises de comptabilité de l'époque médiévale, quand il s'agissait de vérifier ses comptes, il ne s'agissait pas de regarder ses comptes. L'ouïe était jugé plus exact, plus fiable que la vue. Donc, il s'agissait de lire les contes et puis d'écouter les contes pour voir si l'histoire qu'elle racontait avait du sens. Donc, l'histoire ouvre de nouvelles idées de la nature de la comptabilité. Un autre mot intéressant est inventaire, inventory en anglais. À moins d'être médiéviste ou linguiste, généralement, on associerait l'inventaire à la comptabilité. Mais en fait, inventaire vient de inventio, qui est le premier canon de la rhétorique. Donc, il s'agit de créer des espaces qui deviennent des sujets, des interstices où on peut mettre des choses. Et puis, il s'agit de remélanger cet inventaire pour créer de nouvelles solutions, de nouvelles connaissances pour répondre à des questions, des vieilles questions. Une grande fierté pour moi est que je suis l'un des premiers historiens de la comptabilité à la Société de Jésus, ce qui est assez facile parce que je suis le seul. Mais un de mes papiers sur les jésuites a été utilisé par Tony Grafton à Princeton. Et je ne sais pas si c'est vrai. Si vous savez que ce n'est pas vrai, ne me le dites pas parce que j'aime bien croire que c'est vrai. Je pense que il a choisi d'utiliser ce papier parce que je montre l'évolution de la comptabilité à travers l'évolution de la rhétorique pour fonder une nouvelle organisation gouvernementale, même administrative. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que au Moyen Âge, la rhétorique faisait partie des trois sujets, le trivium, les trois sujets principaux. C'était un moyen de construire des connaissances et aussi d'interroger les mystères de la connaissance. Donc, la comptabilité est la traduction de techniques rhétoriques, ce qui est très intéressant parce que cela montre que à la fin du Moyen Âge et au début de l'ère moderne, la comptabilité servait à interroger le corps, le mystère, plutôt simplement que de présenter. Et cela se voit dans des techniques comptables très spécifiques. Je vais vous montrer un exemple qui provient des jésuites. Qu'est-ce qui a fait la force des chiffres? Quel était l'intérêt des techniques de comptabilité au Moyen Âge? Les jésuites aimaient bien les entrées doubles. Les entrées doubles, à l'époque, c'était l'intelligence artificielle, comme nous la connaissons. Et cela ne répondait pas à un besoin économique.
il faut reconnaître que lors de l'expulsion des Jésuites en 1767, les entrées simples ont prévalu de nouveau. Donc, chez les Bourbons, non, il y avait une raison beaucoup plus fondamentale. C'est le fait que la comptabilité développée par les jésuites était très proche de la rhétorique. Donc, les jésuites adoraient cette nouvelle technologie de visualisation, mais ils n'étaient pas dupes. Ils ne tombaient pas sous le charme des chiffres, contrairement à Dilbert. Donc, si vous regardez cette visualisation, on a l'impression que c'est centré vraiment sur l'argent. Il y a de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Donc, chaque transaction enregistrée sur ce compte doit être de nature financière et monétaire. Les jésuites étaient bien trop intelligents pour croire que la complexité de l'ordre puisse se réduire à des transactions financières. Ils ont donc conçu des modèles plus complexes pour maintenir la complexité de l'ordre. Les comptes étaient gérés en tandem, ensemble avec la caisse, la malle où l'argent était maintenu. Donc le procurateur, qui était le porte-parole pour les questions financières, l'autre clé appartenait au recteur, qui s'occupait de tout ce qui n'était pas financier. Le fait que ces deux personnes doivent se rencontrer physiquement pour pouvoir dépenser de l'argent. Et ce phénomène a eu deux impacts matériels. D'abord, c'était une solution pour assurer que le procurateur et le recteur se parlent, que les responsables des finances et de l'autre côté des aspects religieux, politiques, etc., tout ce qui n'était pas la finance. Donc, toute transaction financière devait être l'objet d'une discussion avec une personne qui ne s'occupait pas des chiffres. Donc, cet espace entre ces deux clés est devenu un espace de mystère et de solution. Sans ce mystère, on aurait tendance à croire que l'argent était une question parfaitement financière, ce qui n'était pas le cas. Donc, ces rencontres servaient à explorer toute question financière d'un point de vue non financier. Il y a deux points très importants à cet égard. D'abord, les jésuites n'ont pas développé une rationalité substantielle, c'est-à-dire une liste où on mettait toutes les questions financières et on jugeait ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon. Ils ont développé des critères plus rationnels. Parce qu'ils ont pris en compte les critères spécifiques et explicites de leur environnement. Il s'agissait donc d'assurer une rationalité procédurale. Donc, il s'agissait de séparer les moyens et les fins et d'utiliser les moyens pour explorer les mystères de la fin. L'autre côté qui était peut-être plus intéressant,
pour notre thème aujourd'hui, c'est que les jésuites comptaient ce qui pouvait être représenté pour interroger ce qui ne pouvait pas être compté. Pour traiter de sujets très complexes, on ne peut pas les réduire en chiffres, mais on peut utiliser des chiffres pour interroger cette ambiguïté. C'était un grand talent chez les jésuites déjà au cours des 16e, 17e siècles. Cette attitude est très catholique. L'idée de voir même l'économie comme une discipline mystérieuse, c'est vraiment un phénomène très catholique. J'étudie des organisations religieuses, même si je ne suis pas très religieux de mon côté. Étant italien, je suis catholique. Et donc, même si je ne suis pas croyant, le catholicisme fait partie de ma culture et de ma vision du monde. Quand, il y a quelques années, quand je suis arrivé à Édimbourg, j'ai invité Graham Ward, qui a parlé de l'économie de l'Ancien Testament jusqu'à Adam Smith. Un discours très éloquent. Et il y avait dans ce discours un message très clair et très simple. Jusqu'à Alan Smith, l'économie était toujours une pratique religieuse parce qu'elle explore le mystère de la valeur. L'économie perd de sa superbe quand le religieux, quand le mystère se réduit à l'utilitaire. Donc, si le fait d'être religieux se résume à explorer des mystères, donc chaque chercheur est par nature religieux. Voici un autre exemple beaucoup plus contemporain qui regarde IRI, l'Institut pour la reconstruction industrielle en Italie, fondé par Mussolini, mais utilisé après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour administrer les fonds reçus dans le cadre du plan Marshall. C'est une histoire très complexe et je pourrais faire une conférence entière sur ce thème. Il y a beaucoup de personnes attachées à IRI, donc Paronetto, un personnage méconnu, même en Italie, et j'ai récemment découvert qu'il servait de véhicule, de vecteur pour transmettre l'idée du bien religieux dans l'économie. Donc, un exemple de cette notion. Si vous étiez touriste et que vous vouliez voyager en Italie dans les années 1950 ou 60, on arriverait en Italie soit par navire, soit par avion depuis l'Europe. Le navire serait sans doute le Michelangelo. Si vous preniez l'avion avec Alitalia, Alitalia était détenu par IRI. Vous atterrissez à Fiumicino.
vous louez une voiture Alfa Romeo qui était détenue par IRI. Puis vous prenez l'autoroute de Rome jusqu'à Milan. Donc la première autoroute est la plus sophistiquée en Europe, construite par Autostrade, propriétaire d'IRI. Et puis, à Milan, vous téléphonez à votre famille, vous utilisez un téléphone détenu par TIP, qui était détenu à son tour par IRI. Donc, et puis vous achetez un panettone dans l'entrée de l'hôtel et le notaire était propriétaire de IRI. Et donc, cette institution était omniprésente. Donc, la budgétisation chez IRI équivalait à planifier l'industrialisation de tout le pays. Dans le cadre du plan Marshall, les Américains voulaient nous donner de l'argent, mais aussi des connaissances en matière de comptabilité. Donc l'idée était d'utiliser cet argent pour valoriser les entreprises détenues par IRI et puis vous les vendez. Les Italiens, qui étaient un peu plus intelligents à l'époque qu'aujourd'hui, avaient deux réponses. D'abord, d'accord, nous vendons ces entreprises sur le marché. Qui va les acheter? Ici, il n'y a pas de marché, donc c'est quand même un frein. Deuxième réponse, c'est donc comme ça qu'on construit un compte résultat. Mais quand on regarde en bas du compte résultat, on a le profit net, les bénéfices nets. Ça, c'est pas un compte de résultat, c'est une affirmation politique qui montre que la partie prenante numéro 1, c'est l'actionnaire, alors que nous, on travaille pour l'intérêt du bien commun. Le responsable de la planification et de la budgétisation était aussi élève d'un professeur à l'origine de la nouvelle doctrine de la comptabilité des années 30, ensemble avec une autre personne, Menoni, qui est devenue ministre des Finances. Ils faisaient tous partie d'un groupe d'intellectuels catholiques qui ont créé l'accord de Camalgo, qui définissait comment les catholiques devaient se comporter après la fin de la guerre. Ils savaient déjà en 1940 que Mussolini allait tomber. Ils savaient dès 1943 que les Américains allaient gagner la guerre. Ils savaient tout ça parce qu'ils étaient très proches du Vatican et vraiment de la hiérarchie supérieure du Vatican, non Paul VI. Et ces trois personnes venaient du même village dans le nord de l'Italie et ils étaient tous parents. Donc le responsable de planification et de budgétisation était le beau-frère de Menoni et Paronetto, était cousin de Saraceno. Donc trois personnes originaires du même village, très catholiques, proches du Vatican, et qui organisent une série de réunions
où beaucoup de personnages, de très hauts personnages de la Nouvelle-Italie, après la guerre, réfléchissaient à la marche à suivre pour créer ce nouveau monde d'un point de vue catholique. Lorsque les Américains sont arrivés en Italie, ces personnes étaient prêtes à proposer des solutions pratiques pour interroger le mystère du bien commun. Et, comme disait Sylvain tout à l'heure, le bien commun constituait les conditions qui permettaient aux individus de poursuivre leurs intérêts personnels. C'était un beau mélange de poursuite de sa volonté propre, tout en intégrant cette volonté dans une collectivité qui permet à tout le monde de poursuivre sa volonté propre. Après plusieurs années de négociations, ils ont accouché d'un nouveau format pour la planification et la budgétisation sous IRI. Et il s'agissait de comment gérer une société, mais quand on regarde le mot société au pluriel en anglais, on voit le mot ties, des liens. Ils avaient l'idée d'un compte résultat sur la base de la valeur ajoutée plutôt que le bénéfice. Donc on utilise la valeur ajoutée comme différence entre les revenus et tous les autres entrées qui devaient être transformées. Et puis, la valeur ajoutée serait redistribuée entre des personnes égales. Les salariés par les salaires, l'État à travers les impôts, les actionnaires aussi, les banques à travers les intérêts, etc. Donc, il s'agissait d'un grand compromis dans la distribution de la valeur ajoutée. En ce sens, le nouveau format qui est utilisé et pour la comptabilité nationale, donc pour chaque niveau de l'économie, de l'État jusqu'à l'entreprise individuelle. C'était un moyen de médier entre la production et la distribution des valeurs, mais aussi pour générer l'ordre social et le développement social. Parce que quand il s'agissait de planifier les années à venir, il fallait voir comment générer des valeurs à travers des infrastructures, des services, des énergies nucléaires, du commerce extérieur. Comment générer des revenus, comment et où? Dans le nord de l'Italie, dans le sud, en Puglie, en Campanie, à Milan. Lorsque les Américains sont arrivés, l'approche la plus évidente d'un point de vue économique était d'investir les fonds du plan Marshall dans le Nord. Mais cela n'aurait pas répondu au bien commun parce que cela aurait généré des déséquilibres économiques entre le Nord et le Sud. Et donc, ces fonds servaient plutôt à financer le développement du Sud pour réduire les inégalités qui existaient. Ce n'était donc pas un instrument de représentation, mais plutôt d'interrogation, un moyen d'interroger les fins. Les buts n'étaient pas simplement de créer un profit, c'était de créer de la valeur. Et une fois cette valeur générée, il faut s'interroger soi-même sur la distribution. Et on interroge aussi la déontologie de certaines parties prenantes.
Donc, par exemple, les salariés ne sont pas une ressource lucrative. C'est une ressource à maintenir, à préserver, à développer. Ces visualisations ont un impact en fonction de leur structure. Elles présentent une vision différente de la société, de la notion du bien. Si aujourd'hui on utilisait ce type de compte de résultat au lieu des comptes IFRS, cela mettrait en lumière des questions d'inégalité. Alors, maintenant, si vous faites la comparaison entre ce que je viens de vous dire et avec la vue anglo-américaine tout à fait traditionnelle, le format du compte de résultat anglo-saxon, immédiatement vous vous rendrez compte que ce compte de résultat ignore justement la société civile et l'environnement. Et alors vous avez un compte de résultat ou alors je ne sais pas si éventuellement bon. Alors vous verriez. On n'entend pas malheureusement. Le format est généré. Et donc, l'objectif est de s'assurer de voir, comprendre la différence entre les différentes fonctions de l'entreprise, les différentes activités, comment elles contribuent individuellement justement au profit de l'entreprise. Et dans ce sens, ce format vient de la première révolution industrielle, alors que chez Mars, il y a des différences entre le côté administratif et aussi les actionnaires qui vont déléguer bien sûr la gestion de l'entreprise et veulent mesurer à quel point l'activité de ces managers, de ces gestionnaires, comment justement elle se compare justement à la poursuite de la mission ou de l'objectif de l'entreprise qui est bien sûr de faire du profit. Le compte de résultat ignore complètement les dimensions sociales et qui part du principe que les salaires sont des ressources, donc elles ne sont pas rémunérées en conséquence du capital. Et alors, il serait relativement simple de modifier ce compte de résultats, et c'est ce que Clément et Alexandre travaillent là-dessus, et ce pour admettre, reconnaître et pour modifier justement les comptes de résultats et justement par rapport à la valeur ajoutée. Et pour reconnaître le fait que lorsqu'on produit et on distribue de la valeur, ce qu'on fait, c'est qu'on rémunère donc tous les autres facteurs à part la nature. Et donc, pour générer des revenus, on prend des ressources matérielles qui proviennent de la planète, mais on ne rend rien en retour. Donc, on rend par rapport aux capitaux, les actionnaires, la force de travail, à l'État, aux banques, mais on ne rend rien à la nature. Donc, ce serait assez simple d'introduire justement une ligne qui permettrait donc de représenter l'accumulation des ressources, qui serait une réserve qui, à un moment donné, serait rendue à la nature. Et alors, est-ce une façon de mesurer les choses? Non, absolument pas. C'est plutôt une façon d'interroger quelle est notre relation en tant qu'être humain, quelle est cette relation nous, êtres humains, et la mère Gaïa, la Terre. Et contrairement aux autres approches, aux comptes environnementaux, on utilise des systèmes de mesure qui ne sont pas monétaires. Pensez aux émissions de CO2 et ainsi de suite. Alors, les gens, ça compte pour eux, mais ça compte pas assez. Et donc, on fait appel à la notion d'argent financier. C'est la raison pour laquelle il faut discuter entre nous. Quelle est la quantité d'argent que nous sommes prêts à laquelle on est prêt à renoncer
quelle est la quantité d'argent auquel on est prêt à renoncer, et ce pour reconstituer les ressources naturelles que nous avons consommées, et ce pour notre propre profit. Et ça forcerait le débat qui porterait sur le côté prédateur de notre comportement et à quel point nous sommes des prédateurs par rapport à la planète, à la Terre. Alors, un petit peu comme les jésuites qui utilisent des choses qu'on peut compter pour interroger les choses qu'on n'est pas en mesure de compter. Vous utilisez des choses que vous pouvez compter, des valeurs monétaires, et ce pour prendre en compte des sujets fort complexes, mais qui ont besoin d'être débattus. Alors, ça force un compromis entre l'être humain et la nature, l'humain qui exploite la nature et ses ressources, et la nature qui, justement, procure à l'être humain telle ou telle ressource. Alors, une fois de plus, donc, on revient un petit peu à l'histoire récente, ou si on remonte encore plus loin dans le passé, à la fin de la période médiévale, au début des temps modernes. Et si on change la façon dont on visualise justement la comptabilité, à savoir donc la vision des mesures, et de passer plutôt à un système beaucoup plus d'interrogation des mystères et des ambiguïtés, des incertitudes, et comment faire pour justement faire face aux problèmes primordiaux auxquels nous sommes confrontés de nos jours, et par rapport justement à la nature et aux problèmes d'ordre environnemental. Alors les chiffres, ils ont aussi leur propre histoire. Avec la vitesse phénoménale, totalement folle à laquelle nous évoluons, les gens ne regardent plus ils regardent des diagrammes, des graphiques, ils ne regardent plus les chiffres en tant que tels. Et donc des dashboards et des camemberts, etc. Et on a tendance à penser que les visualisations, les outils de visualisation qu'on utilise, les tableaux Excel, les spreadsheets, des cartographies stratégiques, des histogrammes, des graphiques. Alors, bien sûr, ça permet de suivre ils n'ont pas été inventés hier. Ça fait longtemps que ces systèmes existent. Et je vais juste vous en parler d'un de ces tableaux. Intéressant. Exemple fort intéressant. Alors, un tableur Excel, la généalogie de cette organisation en cellules, donc, et une fois de plus, donc ça nous ramène à la rhétorique, et à savoir les machines rhétoriques, à la machina rhetorica. Alors, ces machines qui s'appelaient des machines rhétoriques, tout simplement parce que la machina, en latin, veut dire... alors, c'était donc une grue, donc, pour construire et reconstruire la connaissance et interroger les mystères de Dieu, les mystères des valeurs et les mystères de la moralité. Ça, c'est un tableur Excel qui vient d'un cas de la Harvard Business School sur quelque chose qui a à voir avec l'aviation. Alors, c'est vrai que nous sommes en France. Alors, tout le monde sait fort bien que le Airbus 830 est un exploit du point de vue technologique, mais c'est un gouffre financier. Alors, il n'y a que 2 sociétés au monde qui ont réussi à gagner de l'argent avec l'Airbus. Le 83-80 pour gagner, il faut qu'il vole à plus de 9 heures à pleine capacité. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent justement faire voler ces avions pendant plus de 9 heures à pleine capacité. Alors, une machine impressionnante, mais du point de vue investissement, pas génial. Alors, si ce tableur Excel, je le remets à des programmateurs inexpérimentés, je le donne donc à des étudiants en licence, des gens qui ont 4-5 ans d'expérience, disons, dans la gestion de programmes. Donc, il est inévitable que ces personnes, tous sans exception, vont dire, en travaillant sur les différentes cellules rouges et en faisant de la planification de scénarios, en changeant les variables, donc tous sans exception, inévitablement vont vous dire que la valeur nette de cet investissement est positive, et il est important, bien sûr, d'investir dans cet avion. Alors maintenant,
maintenant, si je remets le même tableur à des programmateurs expérimentés, ils ne regarderaient même pas. Alors, quelle est la fonction de ce tableur Excel pour les jeunes étudiants qui les utilisent? Ça les force de concentrer leur attention sur ce qu'il y a sur la feuille, pas ce qui n'est pas sur la feuille. Ça, donc ça va à l'encontre de l'idée, de la raison justement de mettre en place ce genre de tableau. Alors, c'était une machine rhétorique et je vous l'ai dit précédemment que la rhétorique et la mémoire sont liées l'un à l'autre lorsque vous devez faire une présentation et vous avez des instruments pour persuader pour les gens qui vous écoutent et aussi des instruments pour vous rappeler de ce que vous avez dit. Et si vous êtes un bon et un bon orateur, on va vous payer pour parler de choses dont vous n'avez aucune idée. Alors, il y a des techniques qui vont justement vous permettre justement d'explorer l'inconnu et pour vous permettre d'explorer ce que vous ne connaissez pas. Et c'est justement le grid, ce tableau. Alors, prenez une feuille de papier et donc vous faites des lignes verticales et ensuite vous faites des lignes horizontales. Et si votre objectif, comme dans ce cas ici présent, c'est de vous rappeler de votre présentation, vous parlez justement de l'introduction, comment vous allez diviser votre présentation ensuite pour confirmer votre argument, pour prouver à nouveau votre argument et ensuite les conclusions. Ça vous donne justement un ordre d'idée par rapport au temps que vous allez attribuer à chaque sujet. Mais si l'objectif c'était d'inventer des connaissances et d'interroger l'inconnu, alors vous faites les lignes verticales, horizontales. Ensuite, vous attribuez à chacune des lignes donc une dimension grammaticale. Alors, qui, quoi, quand, pourquoi, si ou si, et ainsi de suite. Ensuite, je vais vous demander de penser à un objet dont vous allez devoir parler. Alors, on va parler du principe que je ne connais rien au sujet de ce iPhone, mais je dois parler de cet iPhone. Alors, on va dire que je suis Zuckerman et qui a comment l'État, l'importance de l'État, la contribution de l'État dans la technologie d'innovation du iPhone, et que ce n'est pas Apple, par exemple. Alors, vous prenez l'objet et donc il faut le faire fluctuer au-dessus justement de ce tableau et commencer à faire des connexions entre l'inconnu. Vous ne savez pas ce que c'est, ce qu'il y a dans ce smartphone. Est-ce que vous savez, à savoir les dimensions grammaticales? Alors, une fois de plus, utilisez quelque chose que vous connaissez pour interroger quelque chose qui vous est inconnu, à savoir mystérieux. Alors, qui l'a construit? Apple. Pourquoi l'a construit? Ça a été fait en tant que téléphone, mais maintenant, c'est des tas d'autres choses. Alors, cette chose a tendance à devenir ce qui n'était pas prévu de devenir. C'est pour ça que c'est tellement puissant. Et quand il est utilisé, pourquoi on l'utilise? Qui l'utilise? Et est-ce que le smartphone est utilisé ou non? Vous commencez justement à établir des connexions et ça vous permet d'organiser votre intervention, votre conférence. Alors, troisième règle, mais attention! Ne permettez pas à l'objet de tomber dans le tableau. Autrement, ça devient quelque chose de tout à fait commun. Vous commencez à connaître, vous commencez à penser que c'est vraiment un téléphone. Et donc, il y a le risque, le danger de ce tableau qui vous donne la possibilité de devenir l'inconnu et aussi le fait que ça peut devenir quelque chose d'autre. Alors, ce qui est assez contradictoire, c'est qu'on utilise le grid, les machines rhétoriques, uniquement pour réduire les choses et pas pour les augmenter, pas pour augmenter notre compréhension de ce que nous ne connaissons pas. Et alors, si on parle rhétorique, il y a une combinaison de réduction et augmentation, alors que dans la modernité, on ne se concentre que sur la réduction. Et nous pensons que nous pouvons analyser les sentiments et nous pensons que nous pouvons aussi gérer l'incertitude en mettant en place des matrices de risque. On pense qu'on peut réduire les valeurs, les cantonner à des chiffres et la nature n'est rien d'autre que des émissions de CO2, que la nature est beaucoup plus complexe que cela. Et donc, il y a le processus de réduction, mais on oublie le processus d'augmentation. Et quand on met en place des systèmes de comptabilité et c'est de la visualisation comptable, on est dans le contexte réduction, mais pas dans le contexte augmentation, alors que par le passé, il y avait réduction et augmentation, parce que l'objectif même de ces visualisations n'est pas la représentation, mais c'était l'interrogation. Et ça, on peut le voir aussi chez les... Alors, j'ai combien de temps? Ah bon. Bon, je vais passer assez rapidement sur quelques diapositives.
Oui, parce qu'on voudrait un peu de temps aussi pour des questions-réponses. Et là, ce que vous avez au tableau, c'est justement un tableau de bord qui permet justement de gérer le trafic dans le terminal 2 à Heathrow. Alors, si vous faites de la gestion de programme, vous saurez que c'est assez rare, les gros projets, tels qu'un aéroport, ne respectera pas le budget, ne sera pas livré à temps. Donc, il y a toujours des délais et ça coûte toujours plus cher que le budget de départ. Alors, il y a deux terminaux, Heathrow Terminal 5 et Terminal 2, qui ont été livrés à temps et qui ont respecté le budget. Alors, à moins d'avoir été présent au terminal 5 de Heathrow le jour où ça a ouvert, parce que tout le monde a perdu ses bagages pendant au moins une semaine. Alors, donc 5,2 milliards pour une semaine de perturbation de l'arrivée des bagages, c'est pas quelque chose de très grave. Alors, regardez ce qui se passe avec le nouvel aéroport, et c'est rien. Et ils ont utiliser des différents systèmes de visualisation, mais ça a attiré mon attention. Et le titre, c'est « Qu'est-ce qui fait qu'un chiffre est juste ou fiable ?» Alors, donc, un tableau de bord où il y a 4 parties. Une, c'était sur les horaires, un autre sur les coûts, l'autre sur le risque et l'autre sur la sécurité. Alors, quel était le principe derrière la conceptualisation de ce tableau de bord? Pourquoi 4 sujets? Pourquoi 4 et pourquoi pas 3? Et pourquoi 4 et pas 5? Pourquoi 4 et pas 10? Et je pense qu'il est fort vrai qu'ils ont appliqué des principes jésuites sans le savoir. Le premier principe, c'est la division. Et si j'écris division, dit-vision, et à ce moment-là, le mot va vous apparaître très différemment. Alors, dit veut dire deux choses. Alors, D, ça veut dire d'être au sujet de, et donc au sujet de voir les choses. Mais vidéo, en latin, ne signifie pas seulement de voir les choses, cela signifie aussi d'imaginer telle ou telle chose, d'interroger l'avenir. Et aussi, ça signifie, si vous voulez imaginer l'avenir, donc vous devez séparer la chose en deux opposés. Et là, vous avez des centaines d'opposés qui sont en état de tension constant, parce que si vous allez ensuite, si vous voulez aller plus vite, il y a le risque de tuer les gens, parce que c'est une tâche qui comporte un danger. Si vous voulez aussi, alors ça va vous coûter très cher. Si vous voulez sauver des vies, si vous voulez aller plus vite, votre risque va forcément augmenter. Et si vous voulez vous couvrir pour les risques, il faudra l'argent. Il n'y aura pas l'argent parce que vous ne pouvez pas couvrir tous les risques et d'avoir le risque zéro. Et c'est un petit peu comme chez les jésuites, vous créez deux opposés, comme dans la rhétorique, et pour interroger le mystère de l'espace entre les deux opposés, et vous le faites pour justement mettre deux choses sous tension, pour explorer l'ambiguïté et l'incertitude dans le mystère religieux entre telle ou telle chose. Et dans l'exemple donc de le compte espèce, le procureur, le CFO, le directeur financier d'aujourd'hui, n'est pas en ligne avec le PDG, donc on les met sur la même ligne pour questionner ou interroger l'objectif justement de cet ordre. Et le le gestionnaire de programme, la personne qui est responsable de la gestion des 4 personnes qui sont responsables pour les horaires, le coût, le risque et la sécurité doit être au centre. Et du point de vue jésuite, indifférent. Et le pape François, est le premier pape jésuite dans l'histoire de l'Église catholique. Et alors, les jésuites sont des soldats au service. Il y a 4 donc c'est d'obéir au pape. C'est la première fois que on a un pape jésuite. Et qu'est-ce que François fait lorsque donc il est sur le balcon de la place Saint-Pierre et comme quoi l'Esprit Saint l'a choisi. Alors, il y a 3 choses qui ont trait à la rhétorique et qu'il va faire et qui sont très jésuites, crescendo. Alors, la première chose, donc bien sûr, il va s'adresser à la masse, aux masses qui sont là, avec un langage très commun. Donc, non, il dit pas cher fidèle. Non, bonsoir, je ne suis pas au-dessus de vous, je ne suis pas en dessous de vous, je suis au même niveau. Bonsoir.
Et nous sommes dans un état de tension. La deuxième chose, donc, il utilise du pathos et lance dans un message politique fort, très puissant. Et l'Église rencontre des problèmes. Et que fait l'Esprit Saint? Il s'éloigne pour trouver quelqu'un qui pourra sauver l'Église. Alors les gens pensent à l'Argentine, il est argentin. Alors il est loin du point de vue de l'institution. Ça n'a jamais été le cas qu'un pape soit jésuite. Alors troisième chose, alors super jésuite. Alors on va faire quelques minutes de silence et vous priez pour moi. Et vous créez le silence, l'absence, le rien. Donc un espace négatif et vous projetez dans cet espace négatif, vous projetez là-dedans ce que sera l'Église. Je ne vais pas vous le dire. Alors en ce qui me concerne, c'est un moment comme une épiphanie parce que donc j'étudie les jésuites depuis que je suis enfant. Et j'ai toujours pensé que leur slogan « Cada vez c'est d'être indifférent lorsque vous devez prendre des décisions », c'était quelque chose, une attitude très cynique. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas cynique du tout. Et la seule façon où je peux essayer d'évangéliser vous toutes et tous et d'être le plus proche de vous, c'est d'être indifférent au milieu de la différence. Alors plutôt de communiquer un message donné, je crée un espace de communication qui, parce qu'il est négatif, qui est le côté mystérieux, silencieux, devient sain, un espace sain de communication. Et la communication et la communion partagent la même racine. Communication, communion. Et la seule façon de gérer telle ou telle ambiguïté, la seule façon de gérer, de faire face à le mystère, c'est de concevoir des pratiques et des visualisations qui, en fait, sont indifférentes. Et ce, pour être absolument certain que vous êtes ouvert aux différences plutôt que de mettre fin à ces différences. Et ça s'applique tout à fait à la nature et notre relation à la nature. Bon, OK, je vais passer. On est un petit peu en retard, donc je vais accélérer. Alors, ce qu'ils ont fait donc au Terminal 2 à Londres, c'est de compter ce qui peut être représenté. Je peux compter le nombre de camions qui passent, je peux compter le nombre d'accidents, mais d'interroger ce qui ne peut pas être compter, à savoir l'ambiguïté de ce projet gigantesque et qui peut aller dans toute direction. Et c'est ce qui nous amène à la rationalité. Alors, une fois si je divise le mot rationalité en deux, alors est-ce que vous verriez les mots, des fois vous avez ratio, qui est l'origine étymologique de la rationalité. La ratio, en latin, ne veut pas dire la raison. Ce qui est intéressant, ça veut dire la proportion. Et quand vous voulez prendre une décision rationnelle, et donc il faut être équilibré et en état de symétrique, il faut être indifférent. Alors oubliez les concepts de minimisation et de maximalisation qui sont des choses irrationnelles. Alors les choix rationnels sont impossibles, mais des choix raisonnables le sont tout à fait possibles. Et c'est seulement si on revient à l'histoire de ces pratiques qui nous ont menés à imaginer qu'on peut être rationnel dans le sens néoclassique. Et voici la raison pour laquelle je parle du besoin de passer à la visualisation comptable des oracles. Alors, parce que vous interrogez l'oracle et l'oracle vous donne la réponse. Investir ou ne pas investir? Ça, c'est juste, ça, c'est faux. Et c'est pas la raison pour laquelle on a inventé la comptabilité. La comptabilité a été inventée pour interroger votre moralité, pour être absolument sûr que vous avez les moyens pour interroger vos fins, sans savoir quelles sont vos fins. Et c'est là où je vais maintenant vous dire quelques mots sur les machines maïotiques, les machines qui posent les questions idoines. Et bon, il y a, je parle forcément, un directeur italien, Paolo Sorrentino, qui interroge les mystères dans tous ses films, le mystère de la beauté, le mystère du pouvoir, le mystère de l'amour et le mystère de Dieu. Donc les séries HBO sur Netflix, alors le jeune pape, maintenant le nouveau pape. Et ça, c'est Jude Law, dans le tout dernier épisode de The New Pope, qui dit ces mots-là. Vous savez, ce qui est tellement beau dans les questions, c'est que c'est tout simplement que nous n'avons pas les réponses à ces questions. C'est ça la beauté. Et en fin de compte, il n'y a que Dieu qui a les réponses, le secret de Dieu. On lui connaît le mystère dans lequel nous croyons. Le mystère
mystère est au cœur même de notre conduite. C'est pas la certitude, c'est pas la certitude, mais c'est l'humilité. Et oui, il y a des choses que nous ne connaissons pas. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre en place des pratiques qui nous permettent d'interroger ce mystère. Alors, vous pouvez être religieux ou non, croire ou non, mais la moralité de ce message est très, très fort. Et c'est le mystère qui va guider notre conscience. C'est pas la croyance en telle ou telle vérité ou la vérité absolue, mais c'est la foi, la croyance dans le mystère, l'impossibilité de savoir. Et ce qui est la seule façon, mais la seule façon, la seule raison pour laquelle nous avons besoin de représentation. Nous devons présenter des choses à nouveau. Alors, la tour parle de choses absentes, et c'est les choses qui ne sont jamais là, et on interroge le mystère des choses. Alors, pour celles et ceux qui ne veulent pas lire des livres un petit peu ennuyeux, alors, il y a eu des articles qui ont été écrits justement par des universitaires. J'en ai fait la liste sur mon site web si ça vous intéresse. Et j'aimerais clore cette présentation en citant Enrico Fermi, et qui est le père de la physique nucléaire, et qui s'est rendu à Stockholm avec son épouse, et qui était juive pendant le régime fasciste, pour qu'on lui remette le prix Nobel de physique, et qui ne retourne jamais en Italie, et qui se rend à Princeton, qui est responsable du projet Manhattan, qui a amené à la construction de la bombe nucléaire, et pour combattre le fascisme. Ce qu'il fait, Enrico Fermi, c'est de construire une bombe nucléaire. Et ça nous ramène au fait que ce que Andreotti ou Sorrentino, dans ses films, nous disent, alors parfois pour atteindre ou satisfaire le bien commun, vous devez faire des choses horribles. Et Fermi, donc, en guise de conclusion, je pense qu'il n'y a pas meilleure personne. À la fin de la conférence, il y a un journaliste qui lui a posé la question suivante. Alors, avons-nous clarifié ou élucidé plutôt le mystère du nucléaire, ce que c'est la physique? Et voici la réponse de M. Fermi. Non, non. Donc, il y a beaucoup de confusion, mais à un niveau beaucoup plus élevé de confusion. Et alors, bon, j'espère qu'après ça, je pense on est très confus, parce qu'il n'y a que la confusion qui pourra guider notre moralité. La certitude, c'est la décadence. Un grand merci pour votre attention, et je suis à votre disposition pour des questions.